Alors, bonjour à tous. J'espère que nous allons tous très bien. Bienvenue dans bienvenue encore ce soir dans cette euh, séance de webinaire. Nous allons parler des produits parking. N'allons pas tarder, nous allons. Bonjour à tous. J'espère que nous allons tous très bien. Bienvenue dans bienvenue encore ce soir dans cette Après, nous passons en fait séance à la nouveauté ici de webinaire. Le nouveau produit Nous allons que nous avons sorti parler des produits parking. N'allons pas tarder, nous allons. Bonjour à tous. J'espère que nous allons, comme l'indique la formation d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde me reçoit parfaitement et j'espère que ma voix sort bien ainsi que les images ou bien mon écran. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire le retour, à me faire le retour. Ok, so let's go. Alors, ZK Teco est l'un des leaders mondiaux en technologie de vérification biométrique. Et quand on parle de l'identification biométrique, ça comprend essentiellement la reconnaissance faciale, la détection d'empreintes digitales, la veine de doigt, la veine de paume, etc. Alors, l'entreprise a été créée depuis 1998 et est officiellement devenue ZK Company Limited en 2007. Le siège se trouve à Dongguan. Nous avons en réalité deux sièges. Le siège industriel basé à Dongguan, en Chine, et puis le siège logiciel basé à Xiamen, toujours en Chine. Alors, la société compte plus de 50 succursales et bureaux en Chine, plus de 35 bureaux et succursales à l'étranger, dont 4 en Afrique, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya et puis le Nigeria. Bientôt, nous ajouterons un pour l'Afrique francophone. Nous avons également 14 centres de recherche et de développement dans le monde, dont un au Nigeria, dont un en Afrique au Nigeria. Donc la société en fait s'efforce d'appliquer son algorithme développé en interne, l'algorithme qui s'appelle le BIO4 ou le BIO4, qui regroupe en fait 4 types de technologies biométriques: la reconnaissance faciale, comme indiqué plus haut, l'empreinte digitale, la veine de doigt, la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale, la paume et puis l'iris. Alors, l'entreprise essaie d'appliquer cette technologie en fait à ce que nous appelons le Smart Office, le Smart Finance, le Smart Traffic et puis le Smart Sécurité. Donc, les activités de l'entreprise couvrent essentiellement les pointeuses de présence, le contrôle d'accès, les tourniquets, les machines ISRE, les détecteurs de métaux, la gestion de parking, dont fait l'objet le webinaire d'aujourd'hui, les verrous d'hôtel et appartements, que nous appelons communément les smart locks, la vidéosurveillance, et puis les caisses enregistreuses ou les postes, ou les points de vente aussi, si on veut. Alors, quelle est la nouveauté à ZK Teco cette semaine? Nous avons lancé un nouveau produit qui est un smart lock et qui résiste en fait à la pluie, bien à l'eau si on veut, que nous avons lancé cette semaine. Nous les appelons le ML200 et le ML300. La petite nuance entre le ML200 et le ML300, c'est que le ML200 ne dispose pas de l'empreinte digitale, uniquement l'ouverture par code, alors que le ML300 dispose d'empreintes digitales. Alors, vous pouvez le voir ici, téléphone, vous pouvez utiliser le téléphone pour ouvrir à distance, comme la plupart de nos smart locks. L'empreinte digitale, la vérification par code, et puis la clé de secours. Donc, voilà un peu, je vais essayer. Les applications, c'est les maisons, surtout.
et les maisons et puis appartements. Généralement, c'est l'application qui est réservée au Smart Lock. Je vais essayer de jouer une petite vidéo, une vidéo qui explique en quelque sorte les fonctionnalités du Smart Lock ou bien de ce nouveau Smart Lock. Suivant. Voilà, ici je parlais tantôt que ça supporte l'eau. Vous voyez un peu, c'était un test de l'eau et ça montre clairement que ça peut supporter l'eau. Alors nous allons passer à la deuxième vidéo qui est la vidéo qui explique en principe les fonctionnalités. Suivant. Alors, voici un peu les fonctionnalités de ce nouveau Smart Lock qui est très petit en termes de size ou en termes de taille et qui a beaucoup de fonctionnalités. Donc, selon vos choix, vous pouvez sélectionner le ML200 ou le ML300. Et ça résiste à l'eau et puis ça fonctionne aussi avec Amazon Alexa ou bien Google Assistant. Donc, l'application ZK Teco utilisée, c'est le Z Smart App. C'est l'application mobile que nous utilisons très généralement pour les Smart Locks. Donc, voilà. S'il y a des questions, toujours on peut les poser après, après le webinaire. Donc, nous allons sauter immédiatement sur le sujet principal d'aujourd'hui qui est la présentation de la ligne de produits ZK Teco Parking. Nous avons beaucoup de slides à passer. Donc, pour certaines solutions, peut-être les explications peut-être n'iront pas trop dans les détails, mais nous serons quand même toujours disposés à revenir dessus après pour des explications plus poussées. Donc, nous commençons premièrement avec les types les types de barrières que nous avons. D'accord, donc voici un peu le contenu. Nous allons commencer par les types de barrières que nous avons. En deuxième position, nous allons voir la solution, nous allons voir la solution UHF. Après, nous allons voir la solution LPR, bien LPR. Après, nous allons voir la solution UPGS et VPGS. Et ensuite, en dernière position, nous verrons la solution Parking Post. On commence avec la solution de barrière ZK Teco. Alors, une barrière parking, basiquement, est utilisée pour bloquer l'accès aux véhicules et piétons par un point contrôlé. C'est en fait utilisé pour contrôler l'accès. Voilà. Donc, c'est ça le but principal des parkings, des barrières parking. Et l'utilisation, généralement, c'est au niveau des centres d'affaires, des zones industrielles, des offices ou bien des bureaux gouvernementaux, etc. Ou bien dans les communautés, dans nos appartements, les cités et tout, on peut aussi utiliser les parkings, les barrières parking. Donc, alors, nous allons voir un peu comment
se présente la structure d'une barrière. Vous avez en top le tableau de contrôle. Et ici, vous avez le moteur et réducteur qui est ici. Nous allons aussi voir les types de moteurs que nous avons bientôt, enfin, dans les slides, dans les diapositives à suivre. Vous avez la structure de la transmission. Et puis, vous avez la flèche, ou bien le boom, si on veut. Et le ressort. Le ressort, en fait, sert à assurer l'équilibre ou bien à assurer la direction de montage et puis c'est le ressort qui permet en fait à la barrière de monter et puis de redescendre. Je ne sais pas, enfin, si vous allez vous rappeler, vous allez voir que nous avions vu une barrière en vidéo avant de commencer ce webinaire. Cette barrière-là ne dispose pas de ressort. Et il a plutôt un autre style qui permet en fait un maniement beaucoup plus simple. Nous allons quand même aller dans les détails dans les diapositives à suivre. Et donc, nous avons le châssis. Alors, voici les types de moteurs que nous avons dans le domaine des parkings. Vous pouvez voir leur fonctionnement déjà sur l'image. J'espère que vous recevez très bien voilà, les vidéos. Voilà. Donc, vous pouvez voir, le premier moteur, c'est le moteur AC. Le deuxième moteur, c'est le moteur électrique brushed DC, brushed DC. Et puis, le suivant, c'est le moteur électrique brushless DC. Et puis, le plus performant dans l'industrie, c'est le moteur servo, le servomoteur. Alors, le moteur AC, c'est un moteur vraiment simple, très simple et économique, qui travaille dans les environnements complexes. Qui peut travailler dans les environnements complexes. Pardon. Ok. Qui peut travailler dans les environnements complexes. Le deuxième moteur, en fait, ce moteur AC, c'est le moteur utilisé pour nos barrières CMP200. Donc, c'est un moteur vraiment économique qui est fiable, mais en même temps économique et bas de gamme, en fait. Mais qui s'adapte à toutes sortes d'environnements, surtout dans les environnements complexes. La vitesse, son problème, c'est que la vitesse n'est pas réglable. C'est-à-dire, nous allons aussi, dans la vidéo passée, avant de commencer le webinaire, vous avez pu voir que la vitesse d'ouverture peut être réglée. C'est-à-dire, on avait, je pense, 4,5 secondes. Après, on l'a ramené à 1 seconde 5. Donc, ça peut être réglé. Avec le moteur AC, c'est compliqué de le régler. Donc, c'est son seul frein. Alors, le deuxième moteur, c'est le moteur électrique brushed DC, qui a une bonne contrôlabilité, qui assure le réglage de la vitesse, pas de problème. Mais son petit problème, c'est qu'il a besoin d'entretien. Il faut régulièrement nettoyer, il faut régulièrement faire l'entretien. Et puis, il y a le bruit, en fait, en faisant le mouvement d'ouverture et puis de fermeture. Le troisième moteur dans l'industrie, c'est le moteur électrique brushless. Le brushless, c'est déjà un haut de gamme, déjà, le brushless. Donc, l'efficacité haute, la vitesse très rapide, pas besoin d'entretien, pas de bruit du tout. Et le coût est forcément élevé. Voilà. Et donc, le top de top, c'est le moteur servo, qui a une plus grande efficacité comparée au moteur brushless, plus grande vitesse. Nous allons aussi voir ces vitesses dans les diapositives à suivre. Haute précision, pas besoin d'entretien, pas de bruit, aucune vibration et le coût est forcément élevé comparé aux autres. Alors, ceci dit, nous allons passer aux diapositives suivantes et puis nous allons expliquer un peu le moteur utilisé dans nos barrières. Voici 3 types de barrières que nous présentons. Nous avons premièrement le CMP200 qui utilise le moteur AC, c'est le moteur bas de gamme. Et donc c'est le produit bas de gamme.
il faut dire que les images ne vont pas correspondre totalement en fait aux écritures en bas. Le CMP, ce n'est pas ceci, mais c'est plutôt ceci. Le deuxième, c'est le P10. Voilà, là, ça vient correctement maintenant. Voilà. Le P10, qui utilise le moteur électrique Brushed ici, qui est la gamme intermédiaire. La gamme intermédiaire. Et après, nous avons le Pro BG 3000, qui est ceci au milieu. Ah, je vois. Voilà. Et donc, partout, c'est en fait, l'écriture en bas correspond en fait à l'image au milieu. Donc, le P10, nous avons le Pro BG 3000, qui est ceci, qui utilise le moteur Servo, qui est le moteur haut de gamme. Donc, le Pro BG est beaucoup plus adapté pour des projets vraiment pointus avec beaucoup de spécifications, enfin, qui demandent beaucoup de spécifications, qui demandent beaucoup d'exigences et tout. On peut privilégier en fait le Pro BG, la série Pro BG, parce que le moteur est plus rapide, sans bruit, pas de vibration et tout. Et puis, bon, il faut aussi noter que le coût est un peu élevé comparé aux autres. Alors, le CMP200, nous allons expliquer un peu les avantages. Alors, c'est un moteur, comme je le disais, qui est adapté aux environnements complexes. Et la direction est modifiable, il supporte la direction de gauche à droite, on peut modifier. Et la flèche s'arrête généralement quand elle rencontre des obstacles. Donc, au lieu de crasher en fait la voiture, ça va s'arrêter lorsque il rencontre des obstacles. Donc, anti-crash. Et puis, indication de feu de signalisation du châssis. Vous allez voir que ici déjà avec les feux, bien les indications en fait qui peuvent en ressortir, ça montre directement qu'il y a un parking ici ou bien il y a un obstacle ici qui indique en fait au chauffeur qui vient dans la direction de pouvoir faire attention. Voilà la composition en fait. Vous avez le moteur qui est ici, vous avez le ressort, bon, et puis les autres, voilà. Et en haut ici, vous avez bien évidemment le tableau de contrôle. Allons au suivant, qui est pardon. Voilà. Donc ici, on nous montre quand même le changement de direction, parce que entre temps, vous allez vous rappeler que nous avions parlé de direction modifiable ici pour le CMP200. Alors ici, ça nous montre comment est-ce que ça peut être changé. Vous pouvez changer en gauche comme de droite. Voilà. Donc c'était adaptable en fait aux situations difficiles, aux situations complexes si on veut. Voilà. Et donc nous avons diverses sortes de flèches. Pour ce modèle, nous avons les flèches de 4,5. Nous avons aussi des flèches de 6 mètres aussi. Voilà, 2,3 mètres et puis on ajoute voilà, 2,2 qui nous donne 4,5 mètres en total. Et donc là, le temps d'ouverture de fermeture est de 3 secondes. Ici, c'est le modèle avec 6 mètres. Le temps d'ouverture et de fermeture est de 6 secondes. Donc, plus la barrière est longue, plus de temps elle doit mettre pour sourire. Enfin, plus la flèche est longue, plus de temps elle doit mettre pour sourire. Donc, ici, généralement, nous faisons les barrières de telle sorte qu'elles puissent être faciles à transporter, faciles à plier. Donc, ici, vous avez l'aluminium et le bois ici, et puis ici, vous avez les 3 mètres qui sont en fait réglables, que vous pouvez en fait insérer à l'intérieur. Donc, pour rendre en fait la transportation, enfin, oui, la transportation, le transport facile. Donc, voici comment ça se place. Voilà, ici c'est le P10. Vous allez pu constater que ici, vous n'avez pas de ressort comme dans l'autre
cas précédent. Je pense que ici, je vais l'expliquer ici en même temps. En fait, le modèle avec le ressort, enfin, généralement, quand l'électricité se coupe, ou bien il n'y a pas d'alimentation, la barrière va normalement cesser de fonctionner. Mais vous pouvez lever en fait la barrière. Dans les barrières avec les ressorts, il suffira juste d'enlever en fait le ressort et puis vous pouvez lever la barrière avec la main. Ou si vous voulez qu'elle soit ouverte, ou si vous voulez garder fermée, alors là vous ne changez rien. Voilà. Mais dans les nouveaux modèles que nous avons actuellement, il n'y a pas de ressort pour le rendre beaucoup plus facile. Je pense que dans les diapositives, nous allons quand même voir ça aussi. Il n'y a pas de ressort. Et donc, en cas de coupure de courant, par exemple, dans la vidéo, avant le webinaire, vous avez pu le constater. Ici, vous avez juste à régler d'une certaine manière et puis vous pouvez soulever facilement la barrière. Donc, voilà. Ici aussi, le changement de la direction est facile. Vous n'avez qu'à changer. Vous n'avez qu'à changer le code PCB, le pince de poteau et puis voilà. Et c'est très facile à transporter. Voilà, ici c'est le ressort. Le ressort, en fait, comme je l'expliquais, vous permettrait peut-être lorsqu'il y a coupure de courant, bien manque d'alimentation, de pouvoir faire ou bouger la barrière. Parce que c'est le truc qui fait en fait monter la barrière et puis la faire redescendre. Mais le problème du ressort, c'est que la durée de vie est plus courte. C'est le ressort qui a la durée de vie la plus courte dans les pièces de barrière. Et donc, ce produit P10, par exemple, sans le ressort, allonge en fait la durée de vie de la barrière. Et donc, vous n'avez pas besoin de ressort, donc vous avez une plus large durée d'exploitation pour les barrières. Donc, actuellement, la majorité des barrières tendent vers les barrières sans ressort. Bon, mais quoique ressort ou pas, le travail basique y est quand même. Ok. Ici, voilà, vous avez la longueur de ces flèches. Nous en avons pour 3 et puis nous en avons pour 4. La vitesse d'ouverture est de 1 seconde. Vous allez voir que c'est plus rapide que le CMP 200. Elle est de 1 seconde et puis de 1,5 secondes. Non, je précise 1,5 secondes pour les barrières à 4 mètres et puis 1 seconde pour les barrières à 3 mètres. Alors, nous avons 3 sortes de couleurs que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir le gris, l'orange, le noir. Allons maintenant au ProBG, le premier, qui est le haut de gamme pour les grands projets et les projets qui demandent beaucoup de spécifications et beaucoup d'exigences. Donc ici, vous avez le servomoteur, plus le réducteur planétaire, sans bruit, sans vibration, sans entretien, à réponse très rapide. Et la vitesse d'ouverture peut être réglée. Le minimum, c'est 0,9 secondes. Et puis le maximum, c'est 10 secondes. Donc vous pouvez régler de 0,9 à 10 secondes. Voilà. Et ici, en fait, la durée de vie des barrières sont beaucoup plus améliorées. Avec le ProBG, nous avons une durée de vie de plus de 10 fois supérieure en fait aux barrières normales. Et avec ce design, vous avez le LED qui est ici et puis aussi au niveau ce niveau, vous avez aussi l'indicateur qui indique qu'il y a un parking au chauffeur qui vient dans la même direction. Voilà comment marche le moteur. Je pense que nous l'avions déjà vu dans les diapositives précédentes. Et comme dit aussi la distance, la vitesse est entre 0,9 et 10 secondes, qui peut être réglable. Donc pas besoin de revenir dessus.
Ok. Donc, la base de la broche adopte une technologie de fonte ductile. Donc, les performances sont similaires à celles de l'acier et c'est très durable. Le taux d'échec est très réduit. Et puis, lorsque l'alimentation est coupée, le client, ou bien vous pouvez facilement pousser la position du point de verrouillage mécanique et puis soulever rapidement la flèche. C'était dans la vidéo que nous avions vue avant le début avant le début du webinaire. Donc ici, pas de ressort. Donc vous n'avez juste qu'à pousser ce verrouillage mécanique pour soulever la barrière. Ici, nous avons des modèles de 3 mètres, de 4,5 mètres et puis de 6 mètres. Et vous pouvez le constater que plus la barrière est longue, enfin plus la flèche est longue, plus le temps d'ouverture peut être long. Donc déjà avec 3 mètres, nous avons l'ouverture à 0,9 secondes. À 4,5 mètres, pardon, nous avons l'ouverture à 2,5 secondes. Et puis à 6 mètres, nous avons l'ouverture à 4,5 secondes. Nous avons également ce modèle. Ce modèle est beaucoup plus adapté pour les situations de parking en sous-sol, par exemple, ou bien il y a des bâtiments qui ont des parkings où le toit n'est pas vraiment élevé, donc ils préfèrent beaucoup plus les barrières ou bien des flèches pliantes. Donc, nous avons également ce modèle en flèche pliante qui peut être utilisé en fonction en fait de vos besoins. Voilà. Convient au parking souterrain. Et la vitesse d'ouverture et de fermeture est de 1 seconde. 1 seconde, pardon. Et toujours dépendant en fait de la longueur du parking, de la flèche, pardon. Voilà, nous avons également cette flèche que nous appelons en anglais fence, que nous pouvons appeler en français la flèche de clôture. Et donc la vitesse d'ouverture et de fermeture est de 2 secondes, bon, toujours dépendant de la longueur de la flèche. Et la longueur supportée, c'est 3 mètres et 4 mètres. Je rappelle que vous pouvez toujours le faire en deux. Vous pouvez toujours peut-être avoir une barrière ici et puis une barrière de l'autre côté. De toute façon, à les faire marcher en maître esclave. Nous allons aussi le voir dans les diapositives à suivre. Alors, ici, nous avons fait une petite comparaison avec d'autres modèles dans le secteur, histoire de donner un peu d'aperçu sur les produits, les produits ZK-Teco. Ici, vous allez voir que ZK-Teco, quand nous prenons les produits avec le moteur AC, ZK-Teco a la vitesse d'ouverture la plus basse, 3 secondes, comparé aux autres qui sont dans 5 secondes et 4 secondes. Quand nous prenons le broche d'ici, nous sommes à 1 seconde, comparé aux autres qui sont à 2, 3, 5 secondes. Et puis, quand vous prenez le Pro BG, nous sommes à 0,9 secondes, comparé aux autres qui sont à 2 secondes, 2,5 secondes. Donc, voilà. Nous avons aussi la garantie. Au niveau des ZK-Teco, pratiquement toutes les marques sont à 1 an de garantie. Mais en ce qui concerne le Pro BG des ZK-Teco, nous avons 2 ans de garantie. Ok. Ici, nous avons des simulations, bien des vidéos que nous pouvons essayer de voir. Les utilisations des barrières, vous avez les supermarchés, appartements, les écoles, les ateliers. Donc, voyons une petite vidéo, bien deux vidéos. La première vidéo, c'est le Pro BG associé avec le LPR, bien la caméra de reconnaissance faciale, la solution de reconnaissance de plaque d'immatriculation, pardon. Et puis la deuxième vidéo portera sur le Pro BG, toujours avec le UHF.
Alors ça, c'était des solutions en Amérique du Sud. C'était une vidéo du Mexico. Ici, on voit la deuxième vidéo. Alors, dans cette deuxième vidéo, il s'agissait de l'utilisation du UHF, contrairement à la première vidéo où l'utilisation était avec le LPR. Alors, nous passons à la diapositive suivante. Nous avons le VR10, les détecteurs de boucle et puis le détecteur photoélectrique à double faisceau. En réalité, ces trois accessoires, ce sont des accessoires parking, permettent en fait de pouvoir garder la barrière de façon à éviter en fait les crashs ou bien les crashs. Parce que il peut arriver que quand le temps d'ouverture et de fermeture n'est pas vraiment bien fixé, ou bien peut-être très courte et tout, ou très dépendant en fait de la situation, il peut arriver que la barrière peut cogner peut-être une personne, cogner un patient et tout, ou bien une voiture. Donc ces trois éléments en fait permettent en fait d'éviter ce genre de problème en évitant la barrière de se fermer en cas d'obstacle dans sa zone. Donc lorsque c'est une personne qui passe ou c'est un véhicule qui passe ou même c'est autre chose qui passe, la barrière ne va pas se fermer en fait sur la personne. Donc soit vous pouvez utiliser le détecteur de boucle, le détecteur photo électrique ou bien le radar. Le radar est actuellement le produit le plus nouveau et donc le plus efficace actuellement. Nous allons voir la diapositive qui nous montre un peu. Vous pouvez voir que l'installation du radar ne prend que 10 minutes. Nous avons regardé une vidéo avant le début du webinaire qui en fait on faisait cas de l'installation. Ça ne prend que 10 minutes, une seule personne peut le faire. L'installation vous n'avez qu'à faire un petit trou en fait dans le châssis pour faire l'installation, et l'installation et le câblage sont très faciles à faire. Et ici vous avez ça ne peut pas crasher en fait, que ce soit une personne ou que ce soit une voiture. Tant que la personne est dans la zone d'indication du radar, ça ne peut pas crasher sur la personne. Alors que le détecteur de loupe nécessite plus de travail, il faut 2 personnes, il faut une journée entière, il faut couper en fait le sol, et puis voilà, c'est un peu compliqué pour détecter d'autres choses. Ça ne peut pas travailler avec une personne. Enfin, quand une personne est dans la zone de la barrière, ça ne peut pas travailler, ça ne peut pas stopper la barrière de se fermer. Ça ne peut que marcher avec une voiture. Et quand il s'agit d'un camion aussi, ça peut aussi rater le camion, ça ne va pas reconnaître. Le photocell, il faut généralement 2 personnes pour le faire. C'est beaucoup plus mieux quand même que le loop détecteur. Il faut 2 personnes pour le faire et ça nécessite juste une demi-journée. Il faut juste mettre il faut quand même toujours creuser et puis faire des trous. Et puis ici, il peut reconnaître les voitures aussi bien que
les piétons. Et son problème, c'est qu'il peut être affecté par la température, parce qu'il ne dispose pas, il ne peut pas travailler longtemps en fait sous la pluie, donc c'est son défaut. Donc nous recommandons, le radar est beaucoup plus nouveau et beaucoup plus recommandé actuellement. C'est mieux que les deux autres solutions. Voilà, donc le radar a une distance de détection de 6 mètres. Il supporte la détection de véhicules, de personnes en même temps. Et la distance de détection de 6 mètres. Et le travail ou bien l'environnement ne l'affecte pas parce qu'il peut travailler sous la pluie, il peut travailler sous la poussière, il peut travailler n'importe où, pas de problème. Alors, il est en fait confectionné pour remplacer les deux autres, ces deux autres, voilà. Il est en fait confectionné, je disais tantôt qu'il est nouveau, il est confectionné en fait pour remplacer ces deux modèles. Voilà. La barrière peut être utilisée en situation de bête esclave, c'est-à-dire que vous pouvez, au lieu d'utiliser une longue flèche, vous pouvez décider d'utiliser deux barrières, une à gauche, une à droite, et puis vous liez un à l'autre, et l'autre est maître, et puis le second est esclave. Voilà. Donc, vous les contrôler et puis s'ouvrir ensemble. Donc, une même télécommande peut commander les deux barrières en même temps. Alors, ici, nous avons aussi la solution où plusieurs télécommandes peuvent commander une même barrière. Il vous suffira en fait de configurer la télécommande en question avec la barrière. Vous liez juste dans les fonctions avec le tableau de bord et puis vous les liez ensemble. Et plusieurs télécommandes peuvent supporter la même barrière. Ici, nous pouvons faire une personnalisation en intégrant peut-être un panneau bien fait tricolore, par exemple, au-dessus de la barrière. Le rouge pour indiquer que le passage n'est pas permis, le vert pour indiquer que, ok, vous pouvez passer. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention, mais dans l'une des vidéos qui apparaissait avant le début du webinaire, il y avait cette solution. Mais ces feux de signalisation étaient placés plutôt à l'écart et non sur la barrière. Donc voilà un peu. Voilà. Quand c'est fermé, c'est rouge. Quand ça donne l'accès, c'est vert. Ok. Alors, nous pouvons utiliser des barrières avec différentes solutions, soit le LPA, la reconnaissance de plaque d'immatriculation, soit à défaut de l'utiliser juste avec une télécommande, on peut l'utiliser avec la détection de plaques d'immatriculation, on peut l'utiliser avec le UHF, ou bien on peut l'utiliser avec le contrôle d'accès, reconnaissance faciale ou bien empreinte digitale si on veut. Alors, nous avons une solution, nous pouvons également mettre les barrières. Supposons que nous avons plusieurs barrières, comme ici, vous pouvez le voir, nous avons 3 barrières. Nous pouvons mettre toutes ces barrières en réseau et puis faire de telle en sorte que peut-être lorsque une barrière s'ouvre, l'autre est fermée. Dans certaines situations, ici, vous pouvez voir qu'il y a des piétons qui arrivent, qui vont utiliser cette barrière. Et donc, le système leur permet en fait de passer. Donc, vous pouvez configurer de telle en sorte que lorsque ces barrières qui sont destinées à laisser les piétons passer, lorsqu'ils s'ouvrent, la barrière de voiture ne s'ouvre pas. Ça vous permet en fait d'éviter des incidents contre eux. Donc, voilà les gymnastiques qu'on peut faire avec les barrières. Voilà. Donc, vous voyez un peu, quand ils sont ouverts, la barrière avec la voiture est restée fermée.
lorsque la barrière avec la voiture est ouverte, eux, ils doivent rester fermés. Voilà. Voilà. Alors, nous passons maintenant à la solution UHF. C'est la première solution sélectionnée pour expliquer l'utilisation de la barrière dans le cas où nous n'utilisons pas la télécommande. Voilà. Le UHF, en fait, c'est ce que nous appelons les radiofréquences. C'est ce que nous appelons l'identification radiofréquence, RFID, qui utilise en fait les champs électromagnétiques pour identifier sur automatiquement les étiquettes attachées aux objets. Et lorsque elle est déclenchée par une impulsion d'interrogation électromagnétique provenant d'un lecteur RFID situé à proximité, l'étiquette va transmettre des données numériques. Généralement un numéro d'inventaire d'identification au lecteur. Donc, allons à la diapositive suivante pour être... Voilà. Donc, généralement, nous avons diverses fréquences en ce qui concerne la radiofréquence. Nous avons 220 à 150 kHz, qui en réalité est ce que nous appelons généralement le ID card ou bien le EM. Donc, quand nous allons un peu plus loin avec le 13,56 MHz, c'est généralement ce que nous appelons le MIFAR. Et à partir des 865, nous sommes dans les UHF, ou bien Ultra High Frequency. UHF, yeah, Ultra High Frequency. Donc, ici, pour le parking, nous sommes dans le UHF parce que la distance de reconnaissance est plus élevée. Vous allez voir que le ID, la distance de reconnaissance est de 10 cm, pardon. Avec le MIFAR, on peut aller à 1 mètre. Avec le UHF, on va à 12 mètres. À 12 mètres. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ça le range, l'intervalle en fait du UHF. Nous avons 800 et puis 900. Et il y a une petite distinction entre ces 800 et 900. Nous allons le voir dans les diapositivations. Alors, comment généralement on utilise le RFID? Ou bien pour quel secteur on utilise, quel objet on utilise souvent le RFID? Nous avons la logistique. On l'utilise souvent dans la logistique, dans le traçage en fait des voitures, dans les systèmes d'antivol, dans le paiement rapide, dans la gestion d'actifs, la gestion de véhicules, etc., dans l'identification. Alors ici, nous allons nous focaliser sur son utilisation au niveau des barrières. Donc vous voyez ici, c'est le UHF ici qui est le lecteur UHF qui est associé en fait à ce poteau qui émet en fait des ondes UHF. Alors, lorsque la voiture s'approche du lecteur UHF, le lecteur reconnaîtra automatiquement la voiture et ouvrira la porte. Voilà. Le lecteur a reconnu, ah ok, ça c'est cette voiture, donc la voiture, la barrière va s'ouvrir. On peut aussi programmer le temps de stationnement ici, qui est de 2 heures. En sortant, il sort par la seconde porte et puis part. Donc, voilà un peu. Alors, en termes de UHF, nous avons plusieurs... ok. Nous avons plusieurs modèles. Nous avons le UHF 1.5E. En réalité, quand nous parlons de E et F, ça fait référence en fait aux fréquences. De 865 à 868 MHz, c'est la fréquence Europe.
Et puis le 902 à 928, c'est la fréquence Amérique. Donc, généralement, il faudra faire attention à ces fréquences en faisant en fait les choix des produits. Donc, voilà. Nous avons aussi le UHF 1 à 10 qui a une distance de lecture jusqu'à 12 mètres. Nous avons le UHF 6E F Pro, distance de lecture 18 mètres. Nous avons le 10 Pro, distance de lecture jusqu'à 10 mètres. Nous avons le BT100 qui a une distance de lecture de 3 à 15 mètres. Alors, ces lecteurs que je viens de présenter, ce sont en fait des lecteurs simples, des lecteurs qui ont besoin en fait de contrôleurs pour travailler. Nous allons aussi voir comment les utiliser dans les diapositives à suivre. Bon, maintenant ici, nous avons les lecteurs qui sont des lecteurs autonomes. Eux, ils n'ont pas besoin de contrôleurs. C'est les lecteurs U2000E et U1000E. Donc, vous allez voir que la distance de lecture de U1000E est de 6 mètres et la distance de lecture de U2000 est de 12 mètres. Voilà. Suivant. Alors, nous avons le type de tag ou bien d'autocollant UHF. Le premier qui est le UHF Packing Tag, c'est en fait plutôt ce qui est au milieu ici, qui peut être en fait collé aux voitures, au pare-brise des voitures. Vous le collez à la pare-brise des voitures et puis quand il émet en fait les ondes UHF et vérifie avec le lecteur UHF accroché au poteau et puis vous donne accès à la barrière. Ici, vous avez le UHF Tag 1 qui est une carte UHF qui peut être utilisée comme carte UHF d'employé. Et après, vous avez les cartes DF. Les cartes DF sont en fait utilisées comme c'est des cartes qui généralement supportent le UHF et puis aussi une autre carte qui est peut-être soit le ID card ou bien le MIFA card. Donc vous avez le UHF et puis le ID ou soit le MIFA ensemble sur la même carte. Ce qui veut dire que ce genre de carte peut-être peut vous être facile à utiliser pour avoir accès au parking et en même temps pour être utilisé comme carte d'employé pour peut-être ouvrir les portes ou bien les portes exigeant les cartes MIFA ou bien les cartes ID. Donc voilà un peu. Donc on va à la diapositive précédente, suivante. Quels sont en fait les accessoires du UHF? Nous avons en fait premièrement la carte, le porte-carte dans lequel vous pouvez mettre les tags, dans lequel vous pouvez mettre en fait les tags et puis les cartes si on veut. Après vous avez la colonne qui est ici en noir, qui est la tige. C'est la colonne en fait qui va permettre de supporter en fait le UHF. Et puis après vous avez
Je pense que le truc a sauté un peu ici. Ça a sauté un peu. Bon, ok, j'explique. Ici, après vous avez ici, ce terminal, c'est en fait le terminal qui permet en fait d'émettre les cartes UHF. Donc ici, vous avez le terminal USB, le mode de communication USB qui vous permet en fait d'émettre les cartes UHF. Ok, suivant. Voilà, donc c'est la solution recommandée en fait pour le UHF, ça. Quand vous utilisez, comme je le disais tantôt, quand vous utilisez ce lecteur UHF 1.10, c'est un lecteur qui a besoin en fait de contrôleur. Donc vous achetez le contrôleur InBio Pro si on veut, et puis vous utilisez le logiciel de gestion ZK Biosecurity. Nous allons avancer rapidement parce que nous avons beaucoup de diapositives à expliquer. Et donc vous avez le tag et puis aussi l'émetteur de cartes. Et puis voilà. Solution suivante. Quand vous utilisez le U2000, ici comme ici, vous n'avez pas besoin de contrôleur parce que le U2000, c'est un terminal, mais c'est un lecteur indépendant, c'est un lecteur autonome. Donc, il n'a pas besoin de contrôleur. Donc, vous gardez les mêmes choses comme dans cette diapositive, à l'exception du contrôleur. Voilà. Donc, à la place peut-être du UHF 1 tag 1, vous pouvez utiliser aussi le UHF Parking Tag qui est collé, qui peut être collé en fait sur la pare-brise de la voiture. Alors, voici la structure basique du UHF. Donc voilà, le logiciel a utilisé le Zika Biosecurity ou soit le Zika Access 3.5. Bon, actuellement le Zika BioAccess IVS. Voilà. Alors, quelles sont les positions de collage du tag? Vous pouvez le coller en bas ou en haut, à droite et à gauche. Donc, s'il y a peut-être un métal qui va déranger peut-être la lecture, il faudra couper un tout petit peu pour permettre en fait au tag de pouvoir être lu, ou bien de pouvoir émettre les signaux vers le lecteur UHF. Ici, vous avez la solution anti-passpack qui stipule que la personne avait utilisé la même carte pour avoir accès, d'accord? Il avait utilisé la même carte pour avoir accès au parking. Maintenant, en sortant, il n'a pas fait une identification. Il n'a pas la position sortie. Et donc, vu que la carte, au départ, n'était pas, à la position entrée et n'a pas de position sortie, alors la même carte ne peut pas avoir accès. Donc, ça permet en fait d'assurer en fait que celui qui est entré sorte avec la même carte avant d'entrer avec la même carte. Sinon, la carte ne fonctionne pas. Pour les solutions UHF, nous pouvons également aussi intégrer le LED pour compter le nombre d'espaces de stationnement et puis marquer le nombre occupé, marquer le nombre libre pour en fait éviter les confusions qu'une personne entre dans un parking et ne trouve pas d'espace parking. Nous allons bouger rapidement. Ok, la solution LPR, voici un peu. Donc, c'est une technologie qui utilise la reconnaissance optique des caractères et images pour lire en fait les plaques d'immatriculation des véhicules afin de créer des données de localisation du véhicule. Alors, déjà, cette technologie a commencé par être utilisée en 1978 pour en fait détecter les violations de circulation
comme les vitesses excessives, etc. Donc, en 2012, nous sommes passés à son utilisation dans euh, dans les gestions privées de parking, si on peut dire ainsi. Et en 2015, déjà, nous avons les services parking dans le cloud. Les services parking, pardon, dans le cloud qui intègrent les plateformes de requête, les réservations, les services de paiement, etc., etc. Donc, nous pouvons voir comment est-ce que la technologie a évolué depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que le LPA marche? Ici, la voiture s'approche. Voilà, sa plaque d'immatriculation a été détectée. Ok, il a accès. Et il a peut-être un temps de parking. Le temps fini, il repart de l'autre côté, il paie ce qu'il doit, c'est $4, il le paie. Et puis, il part. Voilà. Vous pouvez, bien nous pouvons aussi associer en fait d'autres lecteurs au LPA. Nous pouvons associer, il y a des modèles où les clients, enfin certains clients ou certaines organisations préfèrent associer et le LPA et le UHF ensemble. Ça permet en fait d'avoir une précision à 100%. Dans ce genre de situation, vous contrôlez et la voiture en question, enfin la plaque d'immatriculation de la voiture, et en même temps vous contrôlez si cette voiture a le tag UHF. Et donc vous avez 100% de sécurité pour cette solution. Vous pouvez aussi également choisir d'associer le LPA avec le Face Recognition, la reconnaissance faciale, ce qui fait que vous utilisez le LPA avec le ProFace par exemple, et donc la voiture est identifiée et le chauffeur aussi est identifié. Dans un troisième scénario, nous pouvons également imaginer l'utilisation du LPA, du ProFace et puis du UHF. Et donc la voiture est identifiée, le chauffeur est identifié en plus de sa carte, enfin, avec sa carte d'employé. Ici, nous avons un modèle LPA que nous appelons le mini LPA. Vous voyez que c'est sur une tige, enfin, bien c'est sur un poteau, si on peut l'appeler. Ce poteau peut supporter également le UHF. Donc, dans le cas où vous voulez associer avec le UHF, alors c'est très facile à associer. Et donc ici, vous avez l'installation qui est très facile et le système très léger, la construction est très légère et l'installation est très facile. Donc, l'algorithme de reconnaissance faciale, en réalité, n'a pas besoin d'un logiciel en réalité de gestion. Parce que l'algorithme de reconnaissance est intégré à la caméra, en fait. C'est une smart caméra. C'est une caméra smart. Et donc, avec l'interface web, nous pouvons quand même gérer. Bon, mais dans la situation où nous devons gérer des véhicules fixes, quand nous parlons de véhicules fixes, nous parlons des véhicules qui doivent être préenregistrés dans le système. C'est-à-dire que nous prenons le cas d'un parking d'une entreprise, par exemple, où toutes les entreprises doivent être enregistrées dans le système. Donc, ces entreprises qui sont déjà dans le système, ou bien dans le système UHF qui ont déjà un autocollant sur leur autocollant enregistré dans notre base, en fait, ou bien dans notre base, en fait, ou bien dans la base de l'entreprise, en fait. Ces véhicules sont appelés des véhicules fixes. Donc, dans la situation de cette gestion-là, c'est en ce moment que le logiciel de gestion est en fait requis. Mais en réalité, si nous n'avons pas de ce genre de situation, pas besoin en réalité de logiciel. Voilà. Et donc, l'interaction avec l'équipement de contrôle d'accès est très facile. Je le disais tantôt qu'on peut l'associer avec le ProFace. Et puis, nous avons aussi le commutateur de jour et nuit. Quand il commence à faire sombre, la lumière s'allume d'elle-même automatiquement. Nous pouvons aussi également associer un écran d'affichage
pour peut-être afficher soit le nom, ou bien afficher peut-être le nom de l'entreprise, ou bien le nom du parking, etc. Donc, tout ça, c'est faisable et c'est en option. Alors, nous avons le API 1000 qui, lui, dispose directement de l'affichage ici, comme vous pouvez le constater, qui dispose des indications, enfin de l'indicateur qui sera verte lorsque la voiture a accès et qui sera rouge lorsque la voiture n'a pas accès. Donc, bon, les autres choses sont les mêmes choses que dans l'autre, que dans le mini API. Bon, il faut également préciser, avant qu'on aille au prochain, il faut également préciser que le LPR, en réalité, que nous sommes en train d'expliquer actuellement, n'est pas valable pour tous les pays. Spécialement dans notre zone, le LPR n'est pas actuellement, ne supporte pas encore les pays de notre zone en Afrique, à part l'Égypte et puis l'Afrique du Sud. Voilà. Mais les études sont toujours en cours, histoire de développer pour d'autres pays, surtout si la demande est élevée. Donc, nous avons jugé bon quand même d'expliquer ces produits LPR. Voilà. Donc, les logiciels à utiliser, c'est le Zika Biosecurity et puis le Zika Teco Packing, l'un ou l'autre. On utilise le Zika Biosecurity lorsque peut-être on a d'autres modules à gérer, comme le contrôle d'accès, la gestion de présence, tout ça. Donc, on préfère garder la gestion du parking dans le même logiciel. Mais bon, s'il s'agit juste uniquement du parking, alors on peut aller juste avec le Zika Teco Packing. Nous irons rapidement. Alors, voici les pays qui sont supportés par le LPA. Comme je disais tantôt, la majorité des pays en Asie et puis en Amérique latine. En Afrique, nous avons juste l'Égypte et puis l'Afrique du Sud. En Europe, nous avons bien évidemment l'Espagne et puis la Russie, si on veut. Et la Turquie aussi. Voilà. Mais bon, voilà, si dans le cas où le LPA n'est pas supporté par votre pays en question, nous pouvons toujours opter pour le Zika LPA Car ID. Quelle est la différence entre les deux? En réalité, le LPR que nous venons de voir, c'est le LPR uniquement pour le parking. Mais ce LPR, mais cette caméra LPR que nous appelons le Zika LPR Car ID, c'est en fait une caméra normale, enfin une caméra CCTV, qui est en fait une smart caméra ou bien une caméra intelligente, mais dotée en fait de l'algorithme de reconnaissance de plaques d'immatriculation. Donc, c'est une caméra qui peut être utilisée dans n'importe quelle situation pour assurer une gestion normale, ou bien une gestion de smart caméra sans en fait la reconnaissance faciale, mais qui peut être utilisée pour la reconnaissance faciale si on veut. Donc voici la petite différence entre les deux. L'autre est uniquement pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Désolé, j'ai dit reconnaissance faciale à la place de reconnaissance de plaques d'immatriculation. Désolé. L'autre caméra, c'est uniquement pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Ça ne peut pas assumer d'autres fonctions. Mais ici, cette caméra, c'est une caméra normale, une smart caméra qui peut être utilisée dans des situations normales, comme peut-être une caméra de sécurité pour filmer une chambre ou bien pour... c'est une caméra de surveillance en fait, mais qui peut être utilisée aussi pour la gestion de la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Donc voici la petite différence entre les deux. Et cette caméra en fait supporte plus de pays, surtout plus de pays en Afrique. Donc le nom de la caméra c'est BL852Q38ALP. Nous avions déjà, cette caméra a déjà fait l'option d'une de nos webinaires. Je pense que vous vous en rappelez. Alors, nous n'allons pas beaucoup perdre du temps dessus. Donc, voici à peu près l'interface de la caméra. Et haute précision avec 98%. Vous avez une distance qui peut aller jusqu'à 20 mètres. Et même si la voiture roule à 20 km par heure.
Donc, voici à peu près l'aperçu en live. Ici, c'est des tests qui étaient effectués par notre filiale européenne dans les rues d'Espagne. Donc, vous avez une surveillance en temps réel des plaques d'immatriculation et vous pouvez en fait stocker et récupérer tous les dossiers, enfin toutes les données pardon, dont vous avez besoin. Et vous avez des filtres qui peuvent être activés à ces fins, tels que la date, l'heure, le pays d'origine de la voiture, etc. On n'a pas beaucoup tardé dessus. Donc, ok, les pays supportés en Afrique sont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Angola, le Sénégal, le Nigeria, l'Ouganda, le Burkina, le Tanzanie, Kenya, Botswana, Ghana et Cameroun. Donc, c'est les pays supportés en Afrique pour le moment. La liste, on espère bien s'agrandira bientôt. Nous passons rapidement aux solutions de guidage parking. Nous avons principalement deux solutions que sont la solution UPGS et puis la solution VPGS. La solution UPGS est essentiellement basée sur l'ultrasonique et puis la solution VGPS est spécialement basée sur la vidéo ou bien enfin la caméra de plaque d'immatriculation. Alors, voilà, voici un peu la simulation. Généralement, dans les systèmes traditionnels de parking, nous rencontrons ce genre de problème où la personne entre dans le parking, mais la personne ne sait pas où se garer. La personne est en train de chercher en fait l'espace libre en vain, comme une autre personne court derrière un espace, perd du temps. Alors, ces deux solutions, UPGS et VPGS, servent en fait à éviter ce genre de situation. Et donc, vous avez des terminaux qui vous aident en fait à trouver votre espace parking, à commencer et puis voilà, à entrer dans le parking et puis à vous guider jusqu'à trouver votre espace parking. Alors, c'est le but de ces deux solutions. L'un utilise la caméra de reconnaissance de plaque d'immatriculation et l'autre utilise les ultrasons. Alors, nous allons les voir plus en détail. Voilà. Alors, la deuxième partie aussi, c'est que quand une personne gare sa voiture, au moment de partir, la personne va commencer maintenant par chercher sa voiture. Ah, ma voiture se trouve où? Ma voiture se trouve où? Et la personne peut des fois se perdre, ne pas savoir, bien ne pas se rappeler de l'endroit où il a garé sa voiture, où elle a garé sa voiture. Donc, cette solution vous permet également de pouvoir trouver l'emplacement exact de votre voiture juste en allant vers un point de contrôle, en tapant votre plaque d'immatriculation et puis vous aurez le plan de l'endroit où se trouve votre voiture. Donc, nous prenons premièrement la solution UPGS. Les produits ou bien les terminaux dont cette solution a besoin, d'abord nous avons le logiciel de Z4 EcoParking. Après, nous avons le contrôleur, le master controller, le contrôleur maître, le contrôleur de section, le contrôleur de région. Et après, nous avons le détecteur ultrasonique parking, nous avons l'indicateur parking, nous avons le guidage, l'écran de guidage, et puis nous avons l'écran à l'entrée vous permettant en fait de lire la disponibilité de parking. D'accord, on commence. Ici,
Ici, lorsque la voiture entre, vous pouvez voir que le parking disponible apparaît immédiatement, qui lui indique que le parking disponible c'est le numéro 39. Donc, directement, il va au niveau du numéro 39. Il n'aura pas à perdre beaucoup de temps. Il va savoir que tel numéro est disponible, tel numéro est disponible, et puis il va directement. Il ne va pas faire tous les contours et puis perdre beaucoup de temps. Donc voilà comment se présente la structure du UPGS. En fait, ces détecteurs d'ultrasons, ils détectent en fait si l'espace. Ok, je vais tourner en arrière. Ok, nous allons plus constater en fait que ici chaque espace parking a en fait son propre détecteur ultrason et puis son propre indicateur en fait. Donc les deux marchent ensemble. Donc quand c'est vert, ça veut dire que l'espace est libre. Quand c'est rouge, ça veut dire que l'espace est occupé. Mais comment est-ce que l'espace est détecté? C'est en fait les ultrasons. Le détecteur d'ultrasons en fait émet des sons en bas parce que un détecteur ultrason, il y a un espace parking. Un détecteur ultrason, un espace parking. Donc il émet des sons en fait vers l'espace en question et il reçoit les retours. Quand il reçoit le retour, quand il reçoit le retour de la présence d'un objet ou bien de la présence de quelque chose ou bien d'un blocage en fait dans la zone, il signale que l'espace est occupé. Lorsqu'il n'y a pas de blocage en fait, il signale que l'espace est libre. Alors c'est comme ça que la technologie en fait sait que l'espace est libre ou bien l'espace est occupé. Donc voilà un peu comment se présente le système. Vous avez d'abord au début l'écran ici qui vous permet de voir les espaces libres. Vous avez le logiciel, vous avez le contrôleur maître que nous appelons le master controller qui supporte 16 unités de section controller. En réalité, ici, c'est fait sur la configuration peut-être des grands parkings qui peut-être ont peut-être 3 étages de parking ou peut-être plus. Donc, on vous donne la possibilité, en fait, d'utiliser plusieurs sections ici. Une section peut contrôler peut-être un étage, ou 2 étages, ou même 3 étages, etc. Vous allez voir que le master controller peut contrôler jusqu'à 16 unités. Peut contrôler jusqu'à 16 unités section controller ou bien contrôleur de section. Le contrôleur de section peut contrôler jusqu'à 8 unités de contrôleur de région. Le contrôleur de région peut connecter jusqu'à 24 détecteurs ultrasoniques. Donc vous voyez déjà que ici vous avez avec un seul contrôleur de région, vous avez déjà 24 espaces parking, mais alors que vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 8 avec un seul contrôleur de section. Et le même avec un seul, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 8 contrôleurs de région avec un seul contrôleur de section, alors que vous avez la possibilité d'avoir 16 contrôleurs de section. Donc, vous imaginez un peu. 16 contrôleurs de section et en même temps voilà. Donc, vous avez en fait beaucoup d'espace à gérer. Ok, on évolue avec le prochain. Ici, il s'agit de la solution VGPS. Vous pouvez voir ici que les parkings sont en fait sur plusieurs étages. Les éléments dont on a besoin en fait pour cette solution, c'est la vidéo, la caméra de détection d'espace parking. Vous avez le tableau d'indication qui en fait guide le chauffeur pour avoir accès à son parking ou à son espace parking. Vous avez le contrôleur de caméra ici. Et ici, vous avez
fait, c'est un tableau qui vous permet en fait de retrouver votre voiture en entrant juste les plaques d'immatriculation. C'est l'indicateur de plaque d'immatriculation, je pense. Nous allons le voir quand même dans les diapositives à suivre. Et ici, vous avez l'indicateur d'espace libre à l'entrée. Ceci se positionne en fait à l'entrée du parking qui vous dit en même temps, ok, il y a de l'espace ici, il y a de l'espace ici, il y a de l'espace ici. Alors, voilà comment est-ce que ça se présente. Ici, vous allez voir qu'il y a deux sortes. Enfin, ok, je vais revenir. Vous allez voir qu'il y a ces caméras. Ces caméras, en fait, ce sont ces caméras. Enfin, contrairement en fait à la solution précédente où il s'agissait des détecteurs ultrasons, ici il s'agit des caméras. Les caméras, en fait, c'est des caméras dotées de lecture de plaques d'immatriculation. Ils vont en fait lire les plaques d'immatriculation dans ces zones. Donc, cette caméra peut remarquer que, ok, il y a 3 plaques d'immatriculation ici. 3 plaques d'immatriculation ici, donc ça fait 6. Donc, s'il n'y a pas de plaque d'immatriculation ici, ce qui veut dire que la zone est libre. S'il y en a, c'est que la zone est occupée. Donc, nous avons deux sortes de caméras. Il y a l'une qui supporte 3 zones et l'autre qui supporte 6 zones. Nous allons voir ça dans une diapositive à suivre. On y va. Ok. Donc, vous voyez, ici, il indiquait que le B1 a combien? Le B1 a 129 espace libre. Quand cette voiture arrive, ok. Pardon. Donc, vous allez puis constater que nous avons une diminution au niveau de l'espace de stationnement. Alors, quand la personne reviendra, il sera en train de chercher sa voiture. La personne n'aura qu'à entrer, en fait, sa plaque d'immatriculation dans le kiosque de recherche. Voilà, ça s'appelle le kiosque de recherche. Le kiosque de recherche. Et puis, ok, le kiosque de recherche lui donnera l'itinéraire et puis la personne ira directement vers sa voiture. Alors, comme je le disais tantôt, il y en a deux sortes de caméras. Il y a une caméra qui supporte 3 voitures et une autre caméra qui supporte 6 voitures. Donc, voici le premier scénario. Vous avez 3 voitures ici. Deuxième scénario, vous avez 6 voitures ici. Donc, le premier qui supporte 3 voitures s'appelle le LPR 300A. Et puis, celui qui supporte 6 voitures s'appelle le LPR 300B. Alors, voici comment ça se présente. Voilà. Donc, les caméras peuvent identifier en fait les voitures qui sont dans leur zone. Voici la structure du VGPS. Vous avez le kiosque de recherche, pardon. Vous avez l'entrée ici, la voiture qui arrive et qui voit en fait sur le tableau d'affichage l'espace parking disponible et puis qui va directement vers cet espace parking. Ah, je rappelle au passage que cet indicateur en fait a 3 types de direction. Ça indique à gauche, à droite et puis en haut. D'accord, bon, en haut, enfin, droit en fait. Ça vous permet en fait ça permet en fait de guider le chauffeur sur les voies à suivre pour atteindre en fait son parking. Donc ici, nous allons prendre un à un tous ces produits et puis les expliquer un à un. Le premier c'est l'affichage de guidage parking extérieur, comme je le disais, qui se trouve en fait à l'entrée du parking, qui supporte jusqu'à 999 espaces parking. Et c'est bien sûr, on peut le personnaliser, on peut personnaliser en fait les écritures qui y sont écrites. Bon. Le deuxième c'est en fait l'affichage de guidage parking intérieur qui supporte 3 directions, voilà, comme je le disais, qui supporte 3 directions, gauche,
enfin gauche, voilà, gauche, droite et puis direct. Donc qui permet en fait de guider le chauffeur. Ici c'est le détecteur d'espace parking ultrason qui permet en fait d'émettre les sons pour détecter si l'espace parking est occupé ou non. Et ici c'est la vidéo, la caméra pardon, de guidage d'espace parking et qui peut supporter 6 espaces au maximum. Un supporte 3, enfin un modèle supporte 3 au maximum, un autre modèle supporte 6 au maximum. Donc la couleur est aussi personnalisable en fonction de vos besoins. Bien. Alors ici c'est le kiosque de recherche qui vous permet en fait de localiser votre voiture lorsque vous revenez en fait la chercher. Il vous suffira d'entrer la plaque d'immatriculation et puis vous aurez la localisation. Ensuite, nous avons le plan de guidage. Bon, parking, je pense que nous avions déjà parlé de ça. Ici, vous avez le contrôleur maître, oui, que j'ai expliqué en temps. Le contrôleur maître a 8 unités. Le contrôleur maître supporte 8 unités de contrôleur de région. Le contrôleur de région, c'est un peu. Je pense que c'est. Voilà. Le contrôleur maître supporte 16 unités de contrôleur de section. Je pense que c'était un peu mélangé. Le contrôleur de section peut contrôler jusqu'à 8 unités de contrôleur de région. Et puis le contrôleur de région supporte jusqu'à 24 unités. Enfin, 24 terminaux. Ah oui, effectivement, c'était mélangé. Et ici, vous avez le contrôleur de caméra de guidage parking qui supporte 16 caméras maximum. En fait, ce contrôleur permet en fait de contrôler les caméras de connaissance de plaque d'immatriculation qui détecte les espaces parking. Nous arrivons vers la fin. Voilà la dernière solution à expliquer rapidement. C'est la solution post-parking. La solution post-parking. En fait, cette solution, c'est une solution de paiement ou bien de gestion complète de parking en incluant la caisse et puis autre chose. Et puis toute la solution en gros en fait. Donc ici, nous avons une vidéo, mais je pense que j'enverrai la vidéo lorsque j'enverrai en fait le lien de téléchargement de ce webinaire. Parce que la vidéo est un peu plus technique et pas peut-être nécessite plus de temps, voilà, ou bien nécessite plus de concentration. Donc ici, comment est-ce que le système fonctionne globalement? C'est-à-dire que la voiture, en venant à l'entrée du parking, il faut nécessairement une personne qui soit ici. La personne relève la plaque d'immatriculation de la voiture et l'introduit dans le système POS, ici. Et avec le système POS, qui a le logiciel Zika Bar Security installé dessus, ils vont en fait imprimer émettre en fait les informations de la personne. Le numéro de plaque d'immatriculation, le numéro de plaque d'immatriculation dans le système. Et puis la voiture sera libre de bouger. La voiture sera libre d'entrer. Bon, maintenant, au moment de partir ici, par exemple, il suffit que celui-ci sorte les informations précédemment enregistrées dans la voiture. Bon, il suffira qu'il voit la plaque d'immatriculation pour pouvoir obtenir ces informations. Il sort juste le ticket, il
scanne en fait le barcode et puis il obtiendra en fait euh, le détail en fait, la durée que la voiture a effectuée dans le parking et puis il pourra en fait charger en fonction de la durée. Donc voici généralement comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici le ticket est imprimé avec le barcode et ici au moment où la personne doit partir, on revérifie juste ce barcode en le scannant et puis on voit tous les détails concernant le nombre de périodes que la personne a fait et puis la charge à lui imputée. Alors, le logiciel Zika Power Security est combiné avec le POS et le dispositif de barrière de voiture et puis rendre la gestion plus intelligente et puis plus humanisée. Donc, lorsque les véhicules entrent, la machine point de vente imprime un ticket à code barre, puis lorsque le véhicule sort, on scanne en fait le ticket sur la machine de point de vente, enfin à l'autre guérite, et puis le système calculera automatiquement le montant à facturer en fonction de l'heure et du type de voiture. Donc voilà un peu. C'est une solution assez simple qui permet en fait d'assurer une gestion globale de parking. Donc les produits dont on a besoin, c'est la barrière parking. Ici nous avons pris le CMP 200. Vous avez le contrôleur, le CK, vous avez le poste, le CK BAO 610. Vous avez l'imprimante, le ZKP 8008. Vous avez la caisse, vous avez le scanner, le barcode, le logiciel Zika Power Security et puis le contrôleur qui sera en fait, qui doit être en fait associé à la barrière. Donc voici un peu le système, un système assez simple. J'enverrai la vidéo d'explication en fait en partageant le lien de téléchargement de cette vidéo après. Quels sont les avantages de travailler avec Zetateco? Vous avez eu un délai de livraison rapide et efficace. Vous avez des équipes de services locaux professionnels, des équipes professionnelles. Vous avez des formations régulières comme ce que nous venons de faire, aussi bien marketing que technique, pardon. Et vous avez aussi les supports projets grâce à notre expérience dans l'application de projets dans plusieurs pays. Donc, merci beaucoup. Voilà un peu tout pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie pour avoir suivi. Et je reste à l'écoute pour toute question éventuelle. Pour toute question, vous n'avez qu'à lever la main et puis poser vos questions. Voilà, le micro est ouvert. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les poser. Je vois une main en l'air, Monsieur Ben Rakoun. Monsieur Ben, allez-y, s'il vous plaît. Allô? J'espère que vous me recevez. Monsieur Ben? Peut-être que Monsieur Bernadette. Ok, Monsieur, sorry. Oui. Monsieur Boiré, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Boiré. En fait, moi, j'aimerais savoir, au Mali, le fait que la connexion n'est pas aussi stable que ça. Ah, d'accord. Est-ce que la caméra nous voit pas sur ça? Pardon? Au Mali. La connexion n'est pas aussi stable que ça. Ah, d'accord, pas de souci, oui. Allez-y. Voilà. J'ai dit au Mali, le fait que la connexion n'est pas aussi stable que ça. Oui. Parce que je vois juste dans la caméra au niveau parking. La
caméra travaille avec la connexion, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Mais quand tu auras des soucis de connexion, est-ce qu'il y a une autre alternative? Je pense que ça, ce n'est pas un grand problème parce que ce n'est pas aussi comme si... En fait, ce sera le même problème peut-être qu'on rencontre avec les logiciels traditionnels pour ces problèmes de connexion. Donc, il n'y a pas vraiment une alternative que l'on puisse maintenant proposer dans cette situation où la connexion n'est pas vraiment bonne. Oui. Parce qu'il faudra forcément une connexion. Mais je pense que la connexion faible, je ne pense pas que ça puisse impacter tant que ça. Je ne pense pas que ça puisse impacter comme ça. Ok. Et à propos aussi, toutefois, il y a eu des problèmes électriques. Oui. Est-ce que c'est possible d'utiliser les barrières manuellement? Ah oui, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser les barrières manuellement avec la télécommande, pas de problème. Donc, même s'il n'y a pas d'électricité? Oui, s'il n'y a pas d'électricité, en fait, la barrière va s'arrêter. Ouais, bon, maintenant, à vous, complètement. Mais je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais passée au début, avant de commencer le webinaire. Vous pouvez soulever la barrière manuellement en utilisant, soit si la barrière comprend les ressorts, vous enlevez juste les ressorts et puis vous pouvez pousser la barrière en haut comme en bas. Monter comme descendre. Si la barrière n'a pas de ressort, il y aura un endroit où vous pouvez quand même tourner. J'oublie un peu comment je peux l'appeler. Donc vous le tournez et puis vous pouvez aussi le soulever manuellement. Le descendre. Voilà. Le mouvement de gauche à droite, si vous avez signalé ça, des barrières un peu rotatives, c'est ça. C'est ça. Ok, merci. Autre question, Monsieur Norish Tati? Monsieur Norish, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Monsieur Norish? Oui. Okay. Oui, je vous reçois. Bonjour. Ok, bonjour. J'aimerais juste poser peut-être 2 ou 3 questions. Est-ce que ZKTO fabrique des barrières avec rideau? Avec rideau? Avec rideau, et rideau métallique qui permet un peu barrer le bas et un peu le haut parce qu'il y a des barrières. On vous demande d'installer une barrière sur un parking ou une barrière peut-être de bloquer au moins 1,50 m de hauteur. Donc, est-ce que vous installez des barrières avec rideau? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, sur les antennes UHF1 et DF, sur les cartes là, les 4 tags, est-ce que la hauteur, parce qu'il y a des voitures berlines et des gros véhicules qui peuvent passer sur une barrière, est-ce que ces antennes-là sont omnidirectionnelles facilement ou bien que ces antennes-là sont fixées et ils regardent une position fixe? Soit vous avez un parking et que sur ce parking-là, soit vous devez décider, soit vous n'avez que des voitures berlines, les voitures basses, ou bien que tout type de véhicule peut passer sur ce parking-là et que il sera facilement, le tag sera facilement lié. Peu importe l'endroit où il se mettra, soit une carte ou un tag. Ça, c'est 2. Et la troisième question que j'ai,
sur la reconnaissance, la combinaison où il y a le RPR, la face, le UHF. Donc, en fait, il fait la reconnaissance du chauffeur, de la voiture et de la carte de l'employé. Si une personne sort avec une voiture, la barrière s'ouvre avec toutes ces informations et que la voiture est changée, soit la personne vient avec une autre voiture. Alors, si au niveau de, comment on appelle ça, le anti-bac. Oui. Alors, est-ce que la personne va rentrer ou bien que, oui, anti-pass-bac, est-ce que la personne rentre, aura accès ou bien que parce que la personne a changé de voiture, la personne n'a plus accès. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais. Et puis, vous m'avez donné la liste, communiqué la liste des caméras, les pays qui fonctionnent avec ces caméras-là, qui peuvent lire les immatriculations. Il n'y a pas de Congo, pourquoi? Il n'y a pas de Congo, oui. Alors là, au cas où nous avons un client qui demande ça, alors comment on fait? Et peut-être la dernière question, les avantages, oui, mais les avantages, ici, actuellement en Afrique, nous avons un sérieux problème parce que si vous avez des clients qui vous font des commandes, toutes les commandes doivent soit aller en Europe ou bien chez vous en Asie, en Chine, là-bas. Mais la difficulté, c'est le transport. Et pendant que nous sommes en période de Covid-19, là, c'est pas aussi facile de passer une commande en Chine. Alors, que faire si nous avons des commandes actuellement? Est-ce que n'est-il pas possible de décentraliser? Est-ce que installer peut-être, je ne sais pas, une représentation en Afrique où on peut tout acheter au niveau de l'Afrique ou bien seulement, forcément, si nous avons des commandes, il faudrait passer la commande en Chine. Merci. D'accord, merci beaucoup. D'abord, pour la première question, je pense que c'est ce genre de barrière que j'ai mis, que vous pouvez voir sur votre écran, c'est ce genre de barrière dont vous parlez. Allô? Je viens de mettre une barrière, le PBG 3200, c'est en fait le genre de barrière dont vous parlez, c'est ça? Allô? C'est ça? Oui. D'accord. Ouais. Donc oui, nous avça bien sûr ce genre de barrière et puis nous avons même plus grand que ça qui s'appelle le PB5000. C'est juste que ça va être publié bientôt sur le site internet, mais c'est déjà disponible le PB5000. Si vous avez l'exigence d'une barrière beaucoup plus élevée que ceci, que le 3200, on peut toujours aller avec le PB5000. Donc voilà pour la première question. La deuxième question. L'UHF, en réalité, ça émet en fait des ondes. Et puis les ondes, ça a une direction en fait beaucoup plus élevée. Vous pouvez mettre peut-être le UHF peut-être à 2 mètres ou à 2,2 ou 2,5 mètres, je pense. Et ça peut couvrir en fait toutes sortes de véhicules qui passent sous la barrière. Donc vraiment, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la direction parce que c'est des ondes qui sont émises. Et c'est des ondes qui sont émises à une grande distance, à distance de 12, 18, 10 mètres, 6 mètres de section. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci du tout. N'importe quel véhicule, tant que le véhicule dispose en fait de l'autocollant UHF, c'est facile à identifier. J'espère que j'ai répondu à cette deuxième question. Oui. D'accord. Maintenant, la troisième question. En fait, pour cette troisième question où on a beaucoup plus, plusieurs moyens de reconnaissance faciale, je ne suis pas sûr qu'on va peut-être activer en fait la fonction anti-passback parce que c'est la fonction que vous acceptez de l'activer ou pas en fait. Et aussi la fonction d'ouverture de la porte ne sera nécessairement pas les trois. Mais en fait, les trois sont là juste pour s'assurer en fait de qui a conduit la voiture, de quelle voiture est entrée et puis de quel numéro de carte a été utilisé par la personne. Mais ce n'est pas les trois ensemble qui vont forcément activer sur l'ouverture de la barrière. Donc, et aussi l'anti-passback vous
n'êtes pas en fait obligé d'utiliser dans ce genre de circonstances. Ces genres de cas sont des cas en fait exceptionnels sur demande ou bien sur exigence précise en fait, de vous quoi, de vous les clients en fait. Donc vous décidez que vous voulez utiliser les trois ou pas, ou bien vous utilisez un seul. Déjà un seul ça va. Si vous voulez deux, ok. Si vous voulez trois, en fonction en fait de vos besoins, vous pouvez les utiliser. Mais le anti-passback, en fait, je ne pense pas. Si vous utilisez les trois, je pense que pour vous-même, ce serait bien de ne pas, en fait, utiliser l'anti-passback pour les trois. Vous pouvez utiliser l'anti-passback pour un d'entre eux. Par exemple, la voiture. Ou par exemple, la personne. Mais exiger pour les trois ensemble, ça causera forcément un problème. Je pense avoir répondu à cette question. D'accord. Bon, maintenant, pour les autres questions, c'est un peu, nous essayons en tout cas quand même de décentraliser les choses. Vous aurez pu quand même constater que nous avions beaucoup de succursales actuellement en Afrique et nous ouvrirons encore un bientôt en zone francophone pour couvrir les pays francophones. Mais c'est toujours compliqué. Le Covid-19 nous attaque tout ça. C'est toujours compliqué de faire toutes les productions en fait en Afrique. Dans certains pays, nous avons quand même des usines de production. À Dubaï, par exemple, nous avons la production. Et en Afrique aussi, quand nous parlons de la zone francophone, nous allons aussi délocaliser une usine de production là-bas pour être beaucoup plus proche, en fait, pour ces livraisons, comme vous l'avez dit. C'est quand même aussi difficile de toujours commander directement de la Chine. Donc, n'ayez crainte, nous sommes en réalité en train de penser à tout cela. Et nous sommes en train, en fait, d'agir en conséquence. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions, à toutes les inquiétudes. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. C'est bon? Non, c'est juste une dernière question. Est-ce que nous qui suivons cette formation, nous avons un certificat? En fait, pour les formations marketing, ZKTECO ne donne pas généralement des certificats. Les certificats de formation sont délivrés pour des formations techniques. Pour les formations techniques. Et pour les formations techniques, généralement, il faut un test technique à la fin. D'accord. Merci. Okay. Merci. Oui, autre question? Autre question? Monsieur Boiré a une autre question. Je vois que vous avez la main levée. Si vous avez... Ok. Ok, oui, allez-y. Ok, à propos, je voulais savoir, vous avez souligné à un niveau que la détection peut être de 5 mètres, la détection des caméras, quoi. Oui. Genre, ça peut être de 5 mètres. Donc, cette détection à 7 mètres, si ça détecte net la barre sous, ou bien si ça détecte d'abord pour pouvoir enregistrer le numéro d'immatriculation de la voiture. Et ensuite, c'est là maintenant, c'est là après l'enregistrement que la barre s'ouvre. Donc, je n'ai pas bien compris ce niveau. Oui, en fait, pour qu'une voiture, je parlais de véhicules fixes dans mes propos avant au niveau lorsque je présentais. Donc, j'expliquais que en fait, les véhicules fixes sont des véhicules qui sont au préalable enregistrés dans la base. Ce n'est pas que c'est la voiture en venant maintenant que la caméra procède à l'enregistrement. La voiture est préenregistrée. Et quand la voiture vient, la caméra prend juste une capture de cette plaque d'immatriculation et fait rapidement, comment on appelle ça, un matching. Il fait rapidement une correspondance avec les données qu'il a en interne et puis donne l'accès.
Bon, maintenant, concernant la distance est en fait réglable, pardon, en fonction de vos besoins. Nous disons que la distance peut aller jusqu'à 20 mètres. Mais vous pouvez le régler à 3 mètres, vous pouvez le régler à 6 mètres. Même pour les UHF, quand je dis 20 mètres, c'est pour le LP à la caméra. Pour les UHF, généralement, nous avons 18 mètres, 12 mètres, 6 mètres. Mais vous pouvez toujours régler. Vous pouvez toujours régler peut-être à 3 mètres, peut-être à 2 mètres, dépendant en fait de vos besoins. C'est bon? J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours intervenir. Autre question? Monsieur Asnaï, je pense que, ou bien peut-être vous avez un problème de micro. Monsieur Asnaï, je vois que vous avez la main levée. Ok, je vois. Ok. Oui, monsieur Boiré, allez-y, vous avez une autre question? Oui, à propos, je voulais demander aussi au niveau de gestion du système. Donc, le système peut être interne ou externe. Oui. Les deux possibilités, quoi. Si possible, tu peux avoir le système, tous les systèmes installés intégralement, donc tu auras la même mise de ton système, ou si toutefois on peut laisser le système être géré extérieurement. Je n'ai pas compris exactement ce dont vous faites allusion par gestion interne ou gestion externe. Bon, par exemple, si toutefois pour les accès à distance, quoi. Pour les accès à distance. Par exemple, si toutefois tu viens, tu as, je sais pas, c'est-à-dire que si, par exemple, vous n'êtes pas au bureau, mais vous voulez avoir accès en fait au logiciel, c'est dans cette situation. Alors, oui, en fait, le Zelta Bar Security, c'est un logiciel basé sur le web, donc vous pouvez avoir accès à n'importe où quand vous ne vous trouvez pas en fait sur place. D'accord. Autre question? bon, Ok, je pense que si nous n'avons pas de questions, nous allons terminer à ce niveau. N'hésitez pas à nous contacter en cas d'autres questions. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça a intéressé et puis que beaucoup en fait de demandes suivront, on l'espère. Et voilà, portez-vous bien et puis passez une bonne fin de journée. À tout à l'heure. Bye bye.